Comment s'est comporté le fonds microcap de Gay-Lussac Gestion sur le mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cette présentation. Donc, le rapport de gestion de juin a été mis à disposition sur le site. On a la performance du fonds qui reste toujours pas mal, hein. On est sur 350% à peu près de performance contre un indice de référence qui est pas très challenger non plus, hein, il faut quand même se l'avouer, on a 129%. En revanche, par rapport à l'objectif de gestion de 7% annualisé, ils sont au-dessus, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ils ont aussi un objectif de minimiser la volatilité, donc on va dire en performance, en rendement ajusté du risque, ils sont aussi pas mal, hein, sur ce fonds microcap, donc super. Ensuite, sur le commentaire de gestion, il nous indique qu'ils se sont renforcés en neurones, en argan et en précia. On va aller voir ça après, hein, et ils se sont allégués sur FOPE, sur Sandbré et Groupe Guillain. Donc pour les deux premiers, c'est plutôt parce qu'ils ont profité, ils ont pris leurs bénéfices tout simplement. Et sur Groupe Guillain, moi je suis pas trop d'accord avec leur analyse. Ils voient une dilution du retour sur capitaux employés parce que en fait le Groupe Guillain s'oriente plus vers l'emballage carton, et alors qu'ils étaient plus dans le plastique. Ça, c'est pour moi, c'est la spéculation. En fait, en réalité, si on fait vraiment de la value, alors ce fonds, il fait pas forcément de la value, il fait aussi la croissance à prix raisonnable. Mais Guillain, c'est une boîte value. Il faut pas spéculer sur le changement de la rentabilité. Il faut prendre on prend une action décotée qui a, à l'heure actuelle, un bon rendement des fonds propres, ou un bon retour sur capital employé ou investi. Et c'est tout. Donc là, bon, ils estiment que le futur est moins porteur pour Groupe Guillain. Bon, c'est pas mon avis. Moi, je continue à aimer ces groupes-là. Je suis pas actionnaire, mais ça me semble intéressant quand même à ce niveau. Sur les mouvements du mois, donc du coup, on l'a évoqué. Les achats, ils sont ici. Les ventes sont ici. Intéressant, ce qu'on va regarder, c'est les ratios. Alors, c'est quand même pas mal diversifié, hein. 57 lignes, c'est quand même pas mal. Le PER nous indique que c'est pas un fonds value, puisqu'on a 15. Donc, c'est plutôt un fonds croissance à prix raisonnable, hein. Ils ont une croissance des bénéfices à 8%. C'est pas mal. Et un rendement sur le capital employé à 20% quasiment. Donc là, c'est vraiment quality, croissance à prix raisonnable. C'est pas comme le fonds indépendance, les fonds indépendance et expansion qui sont vraiment plus sur une stratégie value. Eux, ils sont sur croissance à prix raisonnable, ce qui est pas ma stratégie, mais il y a quand même des dossiers value aussi dans ce fonds, ça reste intéressant. Alors, Neuron, la première position, hein, une USL qui est bien positionnée, c'est une des meilleures, c'est plus qualitative, donc ça reste une mid-cap, mais c'est une des plus qualitatives. On a Gérard Perrier Électrique qui sont aussi assez bien positionnés, donc ils interviennent en fait sur les projets d'électrification, sur lesquels les gros acteurs ne sont pas positionnés, style Schneider Electric. Clinica Baviera, une bonne société aussi espagnole, là, spécialisée dans les cliniques ophtalmologiques, bonne valeur de croissance à prix raisonnable. CEW, c'est de la photo, c'est un leader mondial de l'impression photo. Et Samré, ce sont des spécialistes des connecteurs pour connecteurs électriques, quoi. Donc c'est aussi un dossier industriel. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. On va passer en revue les différents titres qui sont évoqués. Contrairement au fonds Indépendance AM, eux, ils ne communiquent pas l'intégralité de leur ligne. Donc on peut essayer de savoir, soit vous regardez les rapports de gestion et vous voyez les lignes qu'ils ont, soit vous êtes sur des actions et vous savez qu'il y a le fonds qui est dedans. Et bon, voilà, vous pouvez savoir reconstituer leur portefeuille. Mais bon, ici, on va passer en revue les différentes lignes. Les symboles qu'on a, les colonnes qu'on a ici, c'est le symbole de cotation boursière, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle l'entreprise opère, la market cap en dollars US puisqu'on n'a pas en euros ici, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation en VE sur EBITDA, ratio co-bénéfice, ratio coût cash flow, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles, le rendement des capitaux investis qui est une rentabilité plutôt opérationnelle. Pour moi, c'est comparable au rendement retour sur capitaux employés, hein. Bon, donc c'est comparable. On est sur un rendement des fonds propres ici. C'est une rentabilité plutôt financière. L'endettement, donc quasiment tous les dossiers sont cash net en fait, hein, dans ce fonds, ce qui est pas mal. Rendement du dividende quand il y en a un, mais il y en a pour chaque position de cette liste. Free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. Bon, première société, c'est Argan. On est sur une rate, un secteur, donc on est sur l'immobilier. Bon, l'immobilier qui souffre en France, ça va être l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau, le résidentiel. Ici, l'immobilier plutôt industriel, bon, c'est à mon avis plus résilient. Maintenant, donc je suis pas du tout un spécialiste, hein, je sais pas trop analyser les rates. Moi, globalement l'écart de l'immobilier. On est bon, il faut regarder, on est sur quand même un ratio court bénéfice qui est très bas, à 5,5 en PE, ça
c'est pas très élevé. Un rendement de fonds propres à 13%. Bon, c'est peu chèrement valorisé. On n'a pas le prix sur actif tangible. Ce qu'il faudrait regarder, c'est quelle est la valorisation des participations, en fait, des propriétés immobilières que l'entreprise a et comparer à la market cap pour savoir s'il y a une décote ou pas. Maintenant, le dividende est intéressant, 5%. 5%, ça nous fait 10 milliards de versés, si je dis pas de bêtises. On est sur non, ouais, c'est ça, donc 10 milliards de versés sur des bénéfices nets qui sont bien plus élevés, donc il n'y a pas de problème sur le dividende. Elle n'est pas très chèrement valorisée, hein, cette rate, donc ça va. Neuron, ensuite, donc une belle petite ESN, secteur en difficulté pour l'instant, les ESN. Moi, je pense que le cycle est en train de s'améliorer pour les ESN. Hein. On a pas mal de dossiers dans le secteur. On a du Capgemini, qui est la première en France, qui n'est pas très chèrement valorisé. On a du Soprasteria, qui est dans le top 3, qui n'est pas très chèrement valorisé. Alten, qui est plutôt la R&D externalisée, mais qui est aussi une CS2I, c'est pas très chèrement valorisé. Wavestone, bon, c'est un peu plus cher, Wavestone, parce que c'est plus qualitatif, mais ils sont sur des multiples qui sont un peu bas. Donc Neuron, c'est pareil. Hein. Il y a aussi une prime spéculative sur potentiel OPA par le management, parce qu'en fait, le fondateur va bientôt prendre sa retraite, hein, puisqu'il est assez âgé. Donc il y a pas mal de potentiel sur Neuron, d'un point de vue croissance à prix raisonnable. Hein. C'est pas une boîte value. Quand on regarde le multiple, on est à 10 en VE sur EBITDA, 17 après cash flow. Voilà. C'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher, mais c'est pas value non plus. Une bonne croissance toujours, mais attention que ça ralentit sur les dernières années. 11% rendement du capital investi, bonne rentabilité. Après, c'est pas intensif en capital, hein, les ESN, donc c'est normal. Cash net sur le dossier, très bien, ça va permettre de faire des acquisitions également. 2,9% de rendement du dividende, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable. Donc Neuron, moi, je pense que c'est un dossier qualitatif. Je l'ai dans le portefeuille de mon club d'investissement, et ça me semble être une ligne pertinente pour un profil plutôt croissance à prix raisonnable. Donc plutôt pas mal. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Sunbray. Donc eux, ils font des connecteurs électriques. C'est une boîte italienne, mid-cap italienne. Il y a quand même de la croissance, hein, donc presque à 10% de croissance sans rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas mal. Par contre, la valorisation commence à être tendue. Hein. On est à 16 à valeur entreprise sur EBITDA. C'est un peu élevé. 24 en PE, 39 en price cash flow. Là, ça commence à être un peu déraisonnable en termes de valorisation. Ça commence à être un peu cher. Il faut prendre ses bénéfices sur cette société. 18 en rendement des capitaux investis, c'est qualitatif, et il y a quasiment pas de dette, donc très bien, et un dividende qui est malheureusement pas soutenable, en tout cas avec les cash flows actuels. Hein. Donc après, ils ont peut-être fait une dépense en capital un peu élevée, ça a affecté les free cash flows, c'est pas dit que structurellement, ils ont des free cash flows plus bas que les bénéfices nets. Hein. Donc je pense que ce dividende, il va être soutenable à long terme, mais bon, sur cette année, sur les 12 derniers mois, c'est pas le cas. Bon. Donc ce modèle, c'est un peu trop cher à mon avis. Hein. Pour l'instant, il vaut mieux être à l'écart de ce dossier. Clinica Baviera, donc très belle société de croissance à prix raisonnable. Elle était dans le fonds Indépendance AM, je crois qu'elle y est toujours. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. On est sur une mid-cap, forte croissance. Donc c'est plutôt de la croissance, croissance externe. 18% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal. On a 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui est raisonnable, 19 en PE et 18 en presque free cash flow. Donc là, des multiples pas trop élevés. Typiquement un dossier croissance à prix raisonnable. Hein, vous avez une bonne croissance, des multiples raisonnables, une rentabilité qui est très bonne, hein, 26,5 en rendement et capital investi, c'est pas mal hein, quand même, et quasiment pas de dette à signaler, donc très bien. 33,5% de rendement du dividende, soutenable à ce niveau. Il ne va pas forcément augmenter beaucoup plus, hein, parce que le payout ratio est déjà à 65%, mais c'est intéressant. Hein, vous avez à peu près tout, croissance, valorisation raisonnable, rentabilité, dividende soutenable. Je pense que c'est un bon dossier hein, Clinica Baviera. Ensuite, on est sur CEW, donc eux, ils sont spécialistes de la photographie. On est sur 800 millions de dollars de market cap. Petite croissance, hein, on n'est pas sur une activité qui est très mature, hein, qui est très vigoureuse et qui est plutôt mature, au contraire. 3% de croissance, c'est pas élevé. Ça doit être de l'organique en plus, donc voilà, ça bouge plus trop. Du coup, les multiples sont faibles. Hein. On a 5 en valeur entreprise sur EBITDA, 13 en PE. On n'a pas les free cash flow, il faudrait regarder, mais je pense que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets sur ce genre de boîte, puisque la croissance organique est faible. On est à 13% en rendement des capitaux investis, une très bonne rentabilité, cash net sur le dossier, et un dividende à 2,9%, ce qui est pas mal. Honnêtement, c'est un bon petit dossier qui se regarde. Hein. Un peu, c'est pas excitant du tout, mais vous avez une valorisation qui est faible. Alors, groupe Guillain. Donc, d'après eux, la rentabilité va plonger dans le futur. Moi, je fais jamais d'hypothèse sur la rentabilité future. Je regarde toujours la rentabilité passée sur les 12 derniers mois. Moi, je pense que ça reste tout à fait attractif à ce niveau. Hein, groupe Guillain, donc un petit peu de croissance, organique et externe. Hein. 5 en VE sur EBITDA, c'est pas cher quand même. 10 en PE, 21 en free cash flow. Ils ont fait une dépense en capital un peu élevée là pour agrandir leur appareil industriel.
Là, structurellement, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets puisque la croissance organique, il est pas énorme. Donc c'est un dossier value, très bien, hein, ça coche les critères de qualité aussi. On a 8 de rendement des capitaux investis et quasiment pas de dette. Avec un dividende de 3,4 qui est alors quand même à 70 de payout ratio par rapport au free cash flow, mais sur la longue route, c'est soutenable, hein. Donc ce dividende est soutenable. Groupe Guillain, pour moi, ça reste c'est plutôt un dossier à l'achat plutôt qu'à la vente, hein, mais bon, Gay-Lussac fait, sa stratégie. Moi, en tant qu'investisseur value qui se base plutôt sur le passé, je trouve que c'est un dossier plutôt attractif. Voilà. Gérard Perrier, on est donc du coup sur l'électrification, des projets d'électrification, ils ont un vrai savoir-faire, hein, dans le domaine. Aussi dans le nucléaire d'ailleurs. Ils sont sur 300, une small cap, hein, 364 millions de dollars de market cap, une bonne croissance quand même, 8,6%, c'est pas mal. Les multiples commencent à être un peu chers. On a 9 en PE sur EBITDA, mais ça reste raisonnable en réalité, hein. 18 en PE, 16 en price to cash flow, c'est pas hyper cher. Donc croissance à prix raisonnable. 11 en rendement des capitaux investis, ce qui est bien. Cash net sur le dossier, impeccable. 2,8% de rendement du dividende, qui est soutenable à ce niveau. Donc bon petit dossier également, Gérard Perrier Industrie, hein, ça se regarde d'un point de vue croissance à prix raisonnable. Ensuite, on est sur FOPE, donc ça, c'est une société qu'ils ont commencé à vendre et je comprends pourquoi ils vendent, hein. Regardez les multiples, on est à 16 en VE sur EBITDA, 29 en PE, 29 en price to cash flow, donc il y a une bonne croissance, mais ça commence maintenant à être trop cher et donc du coup, ils prennent leur bénéfice. Donc c'est normal et j'aurais fait la même chose à leur place. 16% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité, voilà. 2% de rendement des dividendes qui est soutenable. Voilà. Donc là, c'est peut-être un dossier sur lequel il faudra revenir quand le marché sanctionnera ou baissera les multiples. Pour l'instant, c'est trop cher. Pressia Molins, donc spécialiste des appareils de pesage, hein, on est sur une bonne petite croissance, surtout organique à mon avis, puisque 4% c'est pas hyper élevé. Multiple faible, 6 en BE sur EBITDA, 15 en PE, 11 en price of cash flow, bon c'est pas très cher, et un Pressia. On est sur une bonne rentabilité, presque 10% de rendement des capitaux investis, pas mal. Cash net sur le dossier, excellent. 2% de rendement du dividende soutenable avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc ça, c'est un bon petit dossier value, hein, et une petite microcap qui peut se détenir sur la durée, à mon avis, hein, et qui va délivrer tranquillement sa petite croissance en étant peu cher. Et le dividende va continuer à monter. Donc moi, je pense que Pressia, c'est aussi pas mal. Voilà, donc top 3 que je prendrai, mais après, ça va dépendre de votre profil, hein. Ça, c'est vraiment plus un fonds croissance à prix raisonnable. Donc si vous mettez en croissance à prix raisonnable, numéro 1, à mon avis, c'est Clínica Baviera. Ça veut dire, maintenant, c'est une boîte espagnole. Donc il y aura une retenue à la source pour le dividende. Ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, Neuron, hein, très bien aussi. Et plutôt Gérard Perrier Industrie, je pense aussi pas mal en termes de croissance à prix raisonnable. Ensuite, si on regarde dans une optique value, on peut regarder Groupe Guillain. Moi, j'aime bien. Je continue à aimer Groupe Guillain et Pressia Molins aussi, qui est intéressant. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.